Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette belle salle. Je suis ravie de vous accueillir pour parler d'un sujet qui est assez d'actualité, ça ne vous aura pas échappé. Et je suis très très heureuse et fière d'animer cette table ronde parce que je trouve qu'elle a un grand intérêt, la façon dont elle a été constituée. C'est qu'elle va parler d'un certain nombre de ressorts qui font qu'aujourd'hui, il est difficile encore de parler d'égalité entre les hommes et les femmes, de ressorts très différents et très complémentaires. En général, cette question, elle est abordée de façon assez cloisonnée. Soit on parle des entreprises, soit on parle de ce qui se passe à la maison, de ce qui se passe à l'école. Et on va essayer avec nos intervenants de vous montrer à quel point tout est mêlé et comment tout participe en fait à faire en sorte que ces inégalités, malgré quelques avancées, continuent à persister. Parce qu'effectivement, on pointe souvent l'entreprise, mais l'entreprise ne peut pas tout faire, et l'entreprise est au bout d'une chaîne qui a conduit à l'accumulation de ces différents types d'égalité. Alors, pour en parler avec vous, 4 intervenants, un homme, il faut quand même le signaler. Donc, Ariane Paillet, qui est docteur en économie et qui est directrice déléguée à l'INED, l'Institut national des études démographiques. Nous avons Dominique Meurs, qui est professeur en sciences économiques à Economics de l'Université Paris-Nanterre et qui est également chercheuse associée à l'INED. Anne Boring, qui est assistante professeure au département économie de Erasmus University Rotterdam et qui est également chercheuse associée à Sciences Po. Et Charles Fissinger, qui est directeur diversité France de Michelin. Tout le monde connaît cette grande entreprise Michelin. Je suis ravie de vous avoir parce que beaucoup d'étudiants et d'élèves. Et en fait, il y a quelques années, j'étais venue au GECO avec mes étudiants en journalisme, dont là aujourd'hui il y a 2 étudiants en journalisme qui sont ici. Il faut savoir que moi aussi je suis un peu prof. Après 25 ans de journalisme, je suis aujourd'hui responsable pédagogique d'étudiants en master en journalisme et j'essaie de les former à ce délicat métier. Et on avait assisté, il y a donc 7 ans, il me semble, à une conférence sur l'égalité professionnelle avec un public en face qui vous ressemblait beaucoup. Et c'était Françoise Milewski qui est économiste et qui est co-responsable d'un programme qu'on appelle Présage, qui est un programme de recherche sur les questions de genre. Et il y avait un peu de brouhaha dans la salle parce que voilà, les élèves et étudiants discutaient un peu entre eux. Ils ne se sentaient pas forcément très concernés par le sujet. Et Françoise Milewski a pris le micro et a dit « Mesdemoiselles », à cette époque, on disait encore « Mesdemoiselles », regardez bien le jeune homme qui est assis à côté de vous. Dans quelques années, ce sera votre patron et il gagnera entre 15 et 30% de plus que vous. Et là, il y a eu une bronca générale, des murmures indignés. Et quand ces murmures se sont calmés, elle a dit maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Et je peux vous assurer qu'elle avait toute l'attention de la salle. Alors j'espère que des années après, certaines choses ont évolué, d'autres un petit peu moins. J'espère que nous aurons toute votre attention pour traiter de ce sujet qui est encore vraiment d'actualité. Je vais donner la parole tout d'abord à Ariane Paillet, qui, elle, s'intéresse aux questions des tâches et du partage des tâches à la maison, de ce que l'on appelle le travail non marchand. Et elle va nous expliquer comment, effectivement, la répartition de ces tâches impacte la fameuse question de conciliation de la vie privée avec la vie professionnelle et donc impacte la carrière des femmes. Ariane, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci pour votre présence. Donc moi, on va commencer par se situer dans la famille et voir ce qui se passe dans les familles et au sein des couples. Alors, si on trace à grands traits l'histoire de ce qu'on appelle la révolution du genre ou la révolution de l'égalité entre les sexes, on distingue, enfin les sociologues distinguent 2 phases dans cette révolution.
Donc la première phase a commencé à la fin des années 60 avec l'entrée massive des femmes sur le marché du travail. Donc c'est vraiment un phénomène très, très profond et puissant. Et du côté de la famille, ça s'est accompagné par des changements aussi majeurs. Une plus grande diversification des formes familiales, une plus grande instabilité des unions, etc. Mais on observe que dans les années 90, on observe un ralentissement de cette révolution du genre. Notamment, on observe que les femmes ont toujours de grandes difficultés à accéder aux postes de direction. On observe une stagnation des écarts de salaire entre hommes et femmes. Et donc, il semble que cette révolution du genre soit bloquée. Alors, des sociologues affirment, certains sociologues affirment qu'on serait rentré, à partir des années 2000, dans une deuxième phase de la révolution du genre. Et cette deuxième phase serait marquée par un développement des institutions et des normes sociales qui peuvent aider à combiner emploi et travail, et qui serait aussi marqué par un investissement important des hommes dans la sphère familiale. Et du coup, ça permettrait une hausse de la fécondité, une stabilité des unions. Donc la question qu'on va voir aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est en France dans cette deuxième phase de la révolution du genre? Donc, d'abord, un premier graphique qui vous présente la répartition des temps quotidiens moyens des hommes et des femmes, donc sur un jour moyen dans l'année, samedi et dimanche compris. Et ce que l'on constate, c'est que les hommes passent plus de temps au travail rémunéré, en bleu, les femmes plus de temps au travail domestique, en rouge, mais qu'au total, si on fait la somme que l'on peut considérer comme du travail. Donc, chaque jour, les femmes passent davantage de temps au travail que les hommes. Alors, si on s'intéresse de plus près au temps domestique, donc tout ce qui est activité domestique, courses, ménage, linge, cuisine, bricolage, etc. Et donc, ce graphique, donc ça, c'est pour à gauche le temps domestique et à droite le temps parental, donc tout ce qui est soins aux enfants, activités dédiées aux enfants. Donc là est représentée l'évolution depuis le milieu des années 80 en France. Les hommes à gauche, les femmes à droite. Donc, bon, ce qu'on voit d'abord, c'est que les femmes consacrent beaucoup plus de temps aux activités domestiques que les hommes. Et si on regarde l'évolution, on voit que pour les femmes, on a une très forte baisse depuis les années 80 du temps domestique. Donc, chaque jour, elles passent 1 heure de moins aux activités domestiques, en moyenne. Alors que pour les hommes, on a une stabilité. Et en revanche, on observe une augmentation du côté des hommes et aussi un peu du côté des femmes du temps passé aux activités dédiées aux enfants. Donc, on entend parler des nouveaux pères, etc. On voit qu'il y a effectivement un petit frémissement. Ils passent un peu plus de temps en moyenne aux activités dédiées aux enfants. Et les femmes également. Du coup, comme les femmes ont diminué très significativement leur implication dans les tâches domestiques, on observe un rapprochement entre hommes et femmes, donc une augmentation de la part des hommes, de la part que les hommes consacrent au temps domestique dans les couples. Donc, je rappelle, en fait, ce rapprochement entre les sexes, il est dû surtout au fait que les femmes en font moins au cours du temps et pas au fait que les hommes en font plus. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe si on regarde les ménages selon le nombre d'enfants? Donc, on voit que pour les femmes, plus elles ont d'enfants, plus elles consacrent de temps aux tâches domestiques. Tandis que pour les hommes, un phénomène opposé, donc plus il y a d'enfants dans le ménage, moins ils consacrent de temps aux tâches domestiques. Donc on voit que la spécialisation au sein du ménage augmente avec le nombre d'enfants.
Pour le temps parental, c'est la même chose, augmentation pour les hommes et pour les femmes, pardon, et stagnation pour les hommes. Alors là, on a parlé du temps, mais si on analyse de façon plus détaillée quel type de tâches sont réalisées par les hommes ou les femmes, on observe que les tâches restent très sexuées. Les femmes réalisent ce que l'on appelle le noyau dur du travail domestique, donc cuisine, linge, ménage. Elles sont aussi plus impliquées pour ce qui est des soins aux enfants, les transports pour les enfants et le suivi des devoirs. Quand les hommes sont, eux, davantage impliqués pour les activités de bricolage. Une tâche la plus partagée deux tâches partagées sont les courses et les activités de jeu et socialisation avec les enfants. Donc ce qu'on voit, c'est que la nature des tâches effectuées par les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. On voit que les femmes réalisent des tâches plus routinières, plus quotidiennes, des tâches qu'elles peuvent moins aménager dans leur emploi du temps. C'est des tâches à faire de façon régulière, tandis que les hommes peuvent davantage aménager les tâches qu'ils réalisent dans leur emploi du temps. Et puis aussi, c'est plus des activités de construction, notamment de production, par exemple le bricolage. Alors, vous avez tous entendu parler de la BD de Emma, La charge mentale. Donc, nous, statisticiens, on observe le temps passé. Et ce qu'il est difficile à mesurer, c'est la charge mentale, c'est-à-dire toute l'organisation domestique. Et ce que l'on sait, c'est que les femmes sont principalement en charge, les travaux qualitatifs le montrent, de l'organisation de la petite entreprise familiale. C'est elles qui gèrent, qui gèrent le renouvellement, le remplissage du frigo, les rencontres avec les professeurs pour les enfants, etc. Donc, elles sont les maîtresses de l'organisation domestique. Alors là, on regardait, on a vu que ça a changé, on a vu que ça a évolué suivant la taille de la famille. On a essayé de voir au fil de la vie. C'est-à-dire que, en fait, suivant l'âge et les étapes du cycle familial, les hommes et femmes ne vont pas consacrer le même temps aux tâches domestiques. Donc là, on a fait un peu des cas types en distinguant à gauche les jeunes qui vivent chez leurs parents, ensuite les jeunes qui vivent seuls, indépendamment, ensuite ceux qui se mettent en couple, ils ont un jeune enfant, les enfants grandissent et puis ils partent, et puis ensuite on passe à la retraite et ensuite les couples, avec le décès d'un des conjoints, les personnes plus âgées sont célibataires. Donc ce que l'on observe, c'est que quel que soit l'âge, quelle que soit l'étape du cycle de vie, les femmes font davantage de temps domestique que les hommes. Ça augmente un petit peu avec la mise en couple, mais ça augmente de façon très significative lorsqu'on a un enfant en bas âge et l'écart reste important lorsqu'il y a les enfants à la maison. Il diminue avec le passage à la retraite des deux conjoints. Donc c'est vraiment le partage des tâches, c'est quelque chose qui se construit au fil de la vie. Et un événement vraiment majeur, c'est la naissance des enfants et notamment la naissance du premier enfant qui conduit à la spécialisation des tâches dans la famille. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe du côté du marché du travail, en regardant ces différentes étapes du cycle de vie, on observe que c'est aussi lorsque les hommes et les femmes ont de jeunes enfants, que les femmes se mettent un petit peu en retrait du marché du travail et l'écart homme-femme persiste jusqu'à ce que les enfants soient plus âgés. Si on regarde de façon plus détaillée ce qui se passe l'année suivant la naissance d'un enfant, donc vous avez les hommes à gauche et les femmes à droite, suivant que c'est une première naissance, une deuxième naissance ou une troisième naissance, on voit que les femmes s'interrompent, sortent du marché du travail, principalement pour prendre un congé parental, et ce de plus en plus souvent au fil des naissances. Et à droite, elles diminuent aussi, pour certaines, leur temps de travail, soit parce qu'elles prennent un temps partiel, soit parce qu'elles diminuent leurs horaires de travail.
Donc, quel rôle ont les entreprises? En fait, ce que reflètent ces aménagements du temps suite aux naissances, c'est des difficultés d'articulation entre vie familiale et vie professionnelle pour les femmes et une spécialisation qui s'opère au sein des couples. Donc, on a mené une enquête auprès des entreprises pour savoir quel est leur rôle à jouer et qu'est-ce qu'elles mettent en place pour faciliter l'articulation des temps. Et ce que l'on observe, c'est que d'abord, les entreprises ont une bonne connaissance des situations familiales de leurs salariés et qu'elles souhaitent s'impliquer dans ce domaine. Quand on regarde concrètement ce qu'elles mettent en place, elles mettent en place surtout des prestations financières. Elles vont mettre un petit soutien pour la garde des enfants, des primes pour les naissances, etc. Certaines des prestations en nature, les crèches notamment, dans certaines grandes entreprises, même si ça reste assez rare, mais rarement des aménagements des horaires et j'ai rarement pensé l'organisation du travail en termes d'horaire notamment. Or, quand on questionne les salariés sur qu'est-ce qui permettrait de mieux articuler vie familiale et vie professionnelle, c'est la question des horaires qui vient en premier, et c'est la question de l'articulation, de la flexibilité du point de vue des salariés, des horaires de travail. Bon, on observe aussi une très forte disparité entre entreprises, selon les secteurs, selon les métiers aussi des salariés, mais aussi selon le sexe des salariés. Les employeurs estiment que les mesures qu'ils mettent en place sont davantage destinées aux femmes qu'aux hommes. Et quand on interroge les salariés eux-mêmes, les hommes sont moins concernés, ils sont moins au courant de ce qui existe dans leur entreprise pour articuler vie familiale et vie professionnelle, et ils ressentent aussi une réprobation de la part de leur supérieur hiérarchique, mais aussi de leurs collègues, sur le fait qu'ils s'impliquent davantage auprès de leurs enfants. Donc on voit que dans l'entreprise, on va en parler tout à l'heure, les différences de genre sont aussi très présentes. Hop, je termine. Donc, pour synthétiser, on voit que les femmes ont massivement investi le monde du travail, les hommes peu la sphère familiale. Donc il semble qu'en France, on n'est pas encore dans la deuxième phase de la révolution de genre. On observe néanmoins un rapprochement entre les sexes qui est porté principalement par le fait que les femmes ont fortement diminué leur activité domestique. Alors, si on regarde les facteurs de cette évolution, c'est en partie dû au fait qu'elles sont plus présentes sur le marché du travail, mais c'est aussi dû au fait qu'il y a une plus grande externalisation des tâches, un changement des pratiques domestiques, on va recourir à des produits tout prêts, etc., qui font que le temps domestique est inférieur. On observe une progression des temps parentaux des hommes et des femmes, qui est en partie liée à la progression du niveau d'instruction, mais aussi dû au changement de normes très important et à la montée de ce qu'on appelle la parentalité active. Donc les normes parentales changent, il faut être présent et s'investir auprès des enfants, et c'est valorisé, et les hommes s'investissent dans ce domaine. Les tâches restent néanmoins très sexuées, et au fil du temps, cette sexuation des tâches se maintient, et la charge mentale pèse toujours essentiellement sur les femmes. Alors ça, je parle en moyenne. Il existe quand même des couples où c'est l'homme qui en fait plus et qui organise les tâches parentales. Donc on a mesuré que dans un quart des couples, les hommes en font autant ou plus que leurs compagnes. Alors finalement, on a des petits changements au regard des évolutions majeures, des évolutions structurelles majeures qui ont eu lieu, donc qui témoignent du poids des stéréotypes et des rôles de genre qui s'exercent encore aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. Et forcément, il y a des interrelations entre vie familiale et vie professionnelle. Donc le fait que les femmes, que dans les couples, la charge des enfants pèse essentiellement sur les femmes, va
avoir des impacts sur leur vie familiale, mais si elles s'impliquent aussi davantage auprès des enfants, c'est peut-être que dans le monde de l'entreprise, elles ne trouvent pas suffisamment leur place. On va en discuter tout à l'heure. Voilà, donc je laisse la parole à mes collègues qui vont développer sur les différents aspects. Merci beaucoup, Ariane. Effectivement, c'est quelque chose d'assez important, ce qui vient d'être dit là, c'est-à-dire que l'impact de ce qui se passe à la maison dans la projection que l'on peut avoir de son métier, et aussi la façon dont l'entreprise va considérer le potentiel d'un homme ou d'une femme au regard de ces considérations. Un manager, parce que la situation est encore celle qui préexiste, avant de se dire tiens, je vais promouvoir cette femme à ce poste, va se dire aussi oui, mais elle a des enfants et donc forcément, s'il y a un enfant malade, c'est elle qui plus facilement ira se consacrer à ses enfants et donc sera moins disponible pour l'entreprise. Et quand Ariane dit que quand les entreprises effectivement mettent en place des actions en particulier pour favoriser la parentalité, ces actions sont plus vues à destination des femmes que des hommes. Et la question du fait que les hommes se réapproprient ces outils pour eux aussi investir à la parentalité, elle est importante. Je vais juste vous citer une anecdote parce que des hommes et des jeunes hommes ont envie de s'emparer de la question de la parentalité, mais ils sentent qu'au sein de leur entreprise, c'est encore un petit peu difficile. J'avais interviewé des jeunes cadres et des jeunes pères qui souhaitaient vraiment être dans cette démarche. Et l'un d'entre eux m'a expliqué que le jour où il a dit à son patron ce soir je pars à 18h parce que c'est moi qui vais chercher mon enfant à la crèche, son patron lui a dit mais tu n'as pas une femme pour ça? Et il a été tellement tétanisé par la réponse que la semaine suivante il n'a pas osé récidiver et demander à nouveau à quitter le travail un peu plus tôt pour aller chercher son enfant. Donc en fait on voit bien comment tout ça est mêlé et comment le fait effectivement aussi que les hommes s'approprient leur parentalité et le fassent savoir à l'entreprise est un élément extrêmement important pour faire avancer ces questions-là ou pour faire avancer aussi la vision qu'ont les dirigeants effectivement de leurs salariés, hommes et femmes, à l'aune de cette question de la parentalité. Je vais laisser la parole à Anne Boring. Alors Anne Boring va vous parler des stéréotypes de genre et en particulier la façon dont ces stéréotypes peuvent influencer vous, jeunes étudiants, dans le choix de vos études, dans le choix des compétences que vous allez chercher à acquérir. Et donc il y a déjà un biais au niveau de la formation et ensuite comment ce biais se prolonge dans le monde de l'entreprise et comment il est difficile de faire valoir les compétences et quelles sont les compétences qu'il est difficile de mettre en avant pour des femmes. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par vous présenter une analyse de quelques données portant sur le milieu universitaire. Et en fait, ce que je trouve dans mes travaux de recherche, c'est que les inégalités se creusent au moment de la maternité, au moment où la vie familiale se pose, mais elles commencent dès l'entrée sur le marché du travail. Alors, si on regarde en fait, si vous allez sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il y a tout un tas de jeux de données qui sont mis à disposition de tout le monde. Et on peut du coup analyser les filières d'études des filles et des garçons. On peut analyser aussi les inégalités salariales à la sortie, parce qu'il y a une enquête qui est organisée au sein de chaque université pour essayer de voir, 18 mois, 30 mois après la diplomation, comment les différents jeunes diplômés s'en sortent sur le marché du travail. Alors, les points principaux que l'on constate, c'est qu'il existe des fortes disparités dans les filières d'études. Donc, les filles et les garçons ne font pas le même type d'études dans le supérieur. Et par ailleurs, on trouve que les femmes ont tendance à faire davantage d'études dans des filières qui amènent vers des métiers qui sont moins rémunérateurs. Si on regarde les inégalités salariales à la sortie de l'université, d'une part, on constate qu'elles commencent dès la sortie des études et qu'elles existent à l'intérieur de toutes les filières. Donc on ne peut pas simplement se dire que les femmes gagnent moins à la sortie des études juste parce qu'elles ont fait des études différentes, parce qu'en fait, au sein de chaque filière d'études, il y a des inégalités salariales 18 mois et 30 mois plus tard. Et quand on regarde l'insertion sur le marché du travail, on voit que l'insertion des jeunes diplômés est moins valorisée, dans le sens où il y a moins de femmes cadres. Et par ailleurs, les emplois stables le pourcentage de femmes qui ont un emploi stable à la sortie a tendance à être plus faible.
Je vais aller un peu dans le détail de chacune de ces données, et du coup ça va amener juste cette discussion de pourquoi est-ce qu'on en arrive là, et quelle est la part un peu de responsabilité des choix des uns et des autres, des stéréotypes de genre, et les différents facteurs qui font que les filles font pas les mêmes études que les garçons, et que les entreprises peuvent anticiper le fait que justement les femmes risquent d'avoir une carrière moins ambitieuse que les hommes, et donc dès le départ se disent je vais moins investir dans cette jeune diplômée que s'il s'agit d'un garçon. Alors si on regarde le pourcentage de femmes et d'hommes dans chaque filière d'études, une donnée très intéressante qui est que les femmes font plus d'études que les hommes. Alors ça c'est vrai en France, mais c'est vrai dans la grande majorité des pays de l'OCDE. Alors ça amène tout un autre champ de discussion qui est qu'il y a des hommes qui sont beaucoup moins qualifiés que des femmes. Et donc en fait les inégalités au sein des hommes se creusent sur le marché du travail. Ça va pas forcément être le sujet aujourd'hui. Mais donc si on regarde le pourcentage de diplômés femmes, il y a 59% de diplômes de master qui vont à des femmes. Point intéressant, il y a quand même plus d'hommes qui continuent à faire des doctorats. Là, pour le coup, il y a toujours cette différence. Ensuite, si on regarde les différents diplômes qui sont dispensés dans chaque discipline, en fait, ce qu'on constate, c'est que dans les diplômes de master qui sont délivrés à des femmes, pour les disciplines les plus techniques ou les plus mathématisées, en fait, il y a très peu de femmes inscrites. Si on prend par exemple en informatique, on est autour de 20% de femmes qui sont diplômées dans ce secteur-là. Je prends ce secteur-là pas par hasard, parce que les métiers d'avenir ont tendance à être plutôt des métiers qui vont nécessiter ce type de diplôme, et on voit que les femmes s'inscrivent beaucoup moins souvent dans ce type de filière. Pour prendre la filière économique, là, il y a 50% d'étudiantes en filière sciences éco. Et par contre, lorsqu'on regarde les filières dans lesquelles les femmes s'inscrivent massivement, là, ce sont des filières qui sont littéraires. Alors, ça reflète aussi en partie, évidemment, les choix d'orientation au niveau lycée, puisque en bac L, il y a 80% d'étudiantes. On est à peu près à 50-50 en bac S, mais il y a toujours une petite majorité d'étudiants garçons. Et surtout, aux filières lycée, les garçons ont tendance à se spécialiser davantage en mathématiques et les filles plutôt en sciences et vie et de la terre. Et ce qui fait aussi qu'au sein même de ces filières, ça va amener à une surpopulation, une sous-population des femmes dans les différentes disciplines. Alors sur ce graphique, je vous montre la corrélation entre, donc là sur l'axe des abscisses, vous avez le pourcentage de femmes au sein de la filière, et sur l'axe des ordonnées, vous avez la rémunération moyenne brute annuelle, 18 mois après le diplôme, et chaque point, c'est une observation qui montre un secteur d'activité en particulier. Alors, ce qu'on constate déjà, c'est que là où les femmes sont les moins nombreuses, ce sont les métiers qui sont les plus rémunérateurs. Donc là, ce sont génie civil. En fait, en gros, tous les métiers qui sont des métiers liés aux ingénieurs ou à l'informatique sont les métiers qui sont les plus rémunérateurs. Les métiers les moins rémunérateurs sont dans les arts, histoire, géographie, archéologie, ethnologie. Et là, il y a une très forte majorité de femmes qui sont inscrites dans ces filières. Il y a quelques petites exceptions. Alors ça, c'est sciences éco et gestion. Donc c'est entre les deux points que vous voyez là. Donc ça, ce sont deux filières qui sont plutôt rémunératrices, et il y a parité entre hommes et femmes. Une autre exception, c'est le point qui est là-haut, où là c'est pharmacie, où il y a un très fort pourcentage de femmes, et c'est le métier le plus rémunérateur. C'est aussi un secteur qui est très intéressant. Dans les années 70, il y avait très peu de femmes qui devenaient pharmaciennes. Alors justement, dans les années 70, on expliquait, mais c'est parce qu'en fait, les femmes, elles n'aiment pas ça. C'est pour ça qu'elles ne vont pas en pharmacie. En fait, c'était pas du tout pour ça. C'était vraiment des stéréotypes de genre qui faisaient qu'elles n'allaient pas en pharmacie. Maintenant, ces stéréotypes ont évolué, et en l'occurrence, il y a beaucoup de femmes qui choisissent cette filière. Il y a une autre exception, donc un métier où il y a relativement peu de femmes et qui est peu rémunérateur. Donc ça, ce sont les diplômés de la filière STAPS. Ensuite, les écarts de salaire à la sortie, lorsqu'on regarde par discipline, on voit que, donc là vous avez les écarts de rémunération 18 mois après le diplôme. Dans quasiment toutes les filières, on voit qu'il y a un écart salarial et que les femmes gagnent moins que les hommes directement à la sortie. Deux exceptions 18 mois plus tard, c'est chimie et sciences politiques.
mais quand on regarde 30 mois plus tard, là, dans absolument toutes les disciplines, il y a un écart salarial. L'écart salarial dans lequel, qui est le plus fort, c'est en sciences économiques. Le pourcentage de postes de cadre obtenus après le master, donc là aussi, il y a des grosses différences par discipline, mais au sein de quasiment toutes les disciplines, les femmes obtiennent moins souvent des postes cadres que les hommes. Alors pour vous donner en moyenne sur l'ensemble des disciplines, il y a 52% des femmes qui ont un poste cadre, contre 60% des hommes. En économie, on est à 45% de postes cadres pour les femmes, contre 60% de postes cadres pour les hommes. Et si on regarde les pourcentages d'emplois stables obtenus après le master, là on est sur en fait, le même type de graphique que sur le pourcentage de postes de cadre. En sciences éco, on est à 56% de postes stables 18 mois après le diplôme pour les femmes, contre 68% de postes stables après le diplôme pour les hommes. Alors, ce sont des questions qui sont très importantes à étudier parce que il faut réfléchir à l'impact que les choix que vous faites lorsque vous êtes étudiant vont avoir sur vos carrières professionnelles. Il est important aussi de réfléchir au type de compétences que vous développez au moment de vos études et ce qui va vraiment vous servir au moment de votre entrée sur le marché du travail. Par ailleurs, ça demande aussi une réflexion sur la position des entreprises qui, elles, recrutent à la sortie et quelles sont les compétences aussi qu'elles requièrent chez les jeunes diplômés. Et ce sujet est particulièrement important si on réfléchit en termes d'inégalité potentielle future. Donc la question, c'est est-ce que justement on va vers plus d'égalité salariale? Moi j'ai envie de dire pas forcément, parce que quand on voit les métiers qui se créent et ceux qui auront besoin d'être remplis dans les années à venir, en fait les femmes sont très peu formées pour ce type de métier, et ça c'est un très gros problème. Alors évidemment les stéréotypes de genre dans les matières scientifiques sont extrêmement importants. L'un des stéréotypes principaux qui perdure en France, c'est que les femmes ne seraient moins fortes que les hommes en maths. C'est ce qu'on appelle une espèce de menace du stéréotype, qui fait que parce que ce stéréotype existe, ça génère du stress chez les étudiantes lorsqu'elles font des exercices de maths, de ce qu'elles se disent, en fait, du coup, voilà, moi je suis pas faite pour ça, donc du coup je vais faire autre chose. Les études montrent très clairement que c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que ce qui fait que les femmes vont moins souvent dans les filières mathématiques, c'est parce qu'elles pensent qu'elles ont moins de chances d'y arriver, alors qu'il n'y a biologiquement aucune raison ou aucune justification possible derrière ce stéréotype. Les femmes sont aussi faites pour les maths que les hommes, et en revanche, il faut vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on peut supprimer ces stéréotypes de genre qui font que les femmes finalement se désélectionnent de certaines filières qui pourtant pourraient les amener vers des métiers extrêmement intéressants. Voilà, déjà fait 10 minutes, donc je m'arrête là, mais je pense qu'il y aura peut-être d'autres questions, je serai ravie d'y répondre plus tard. Merci. Merci Anne, je vais rebondir aussi avec ma petite expérience de journaliste. Il y a quelques années, j'avais fait un dossier sur effectivement la question des femmes dans les métiers scientifiques. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Anne, effectivement, l'autocensure des jeunes filles, j'avais été très très intéressée par une expérimentation qui avait été menée auprès de jeunes filles, leur rapport aux mathématiques, où on leur demandait de faire un exercice de maths, et dans un cas de figure, on leur disait cet exercice, voilà, c'est juste pour tester un petit peu où vous en êtes, il n'y a pas d'enjeu, et dans un autre cas de figure, on disait cet exercice va permettre une sélection qui fera que vous serez orienté vers tel ou tel type de filière. Et dans le premier cas de figure où il n'y avait pas d'enjeu, les résultats des jeunes filles, c'était je crois une cohorte de jeunes filles de 15 ans, étaient identiques à celles des garçons. Et dans le deuxième cas de figure, quand il y avait un enjeu, quand il y avait une sélection, qu'il fallait se projeter, leurs résultats étaient inférieurs. Donc la question, encore une fois, d'autocensure, elle se pose très fortement. Et autre anecdote, et là j'interpelle les professeurs, parce qu'ils ont un rôle déterminant, évidemment, à jouer dans la façon dont vous pouvez vous projeter dans tel ou tel type de métier. J'avais interrogé un certain nombre de professeurs de maths, et un professeur, que je ne nommerai pas, on protège ses sources, m'avait dit, mais de toute façon, le cerveau des filles n'est pas fait pour les mathématiques. Et je me suis dit, heureusement que ce n'est pas lui qui enseigne les mathématiques à mes filles. Donc, effectivement, des notions qui sont importantes et qui perdurent aujourd'hui. Sur la question des compétences, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au-delà des compétences académiques, il est demandé d'autres compétences dites transversales dans le monde du travail.
Et on avait abordé cette question-là, Anne, quand on avait échangé précédemment. Et en particulier la question de la prise de parole. Et vous aurez vu sans doute fleurir un certain nombre de sujets sur ce qu'on appelle le manterrupting, c'est-à-dire le fait que les hommes ont plus souvent tendance à tenir la parole publique, voire à couper les femmes qui s'expriment pour reprendre la parole. Selon des études qui sont menées aux États-Unis, le temps de parole des hommes dans l'espace public est de 75%. Or, aujourd'hui, la prise de parole, elle est extrêmement importante dans les compétences attendues dans un certain nombre de métiers. Et je vous cite cette citation qui est tirée d'un article récent du Monde sur cette question-là, où une femme cadre disait cette phrase, voilà, une femme qui parle, elle bavarde, un homme qui parle, c'est un leader. Et ces questions-là sont aussi extrêmement importantes. On a tendance à les minorer, mais elles sont tout à fait importantes dans la façon dont une femme va pouvoir aussi parler de ses compétences et dans la façon dont l'entreprise peut aussi projeter des espoirs à travers cette femme et considérer qu'elle est en capacité de prendre des responsabilités parce qu'elle est en capacité, effectivement, de montrer ses compétences. On va enchaîner avec Dominique Meurs et on va vraiment rentrer de plein pied dans l'entreprise. Dominique Meurs s'intéresse beaucoup aux mesures des inégalités et donc à la façon dont des mécanismes internes en entreprise constituent effectivement des freins à une réelle égalité entre hommes et femmes. Et elle s'interroge sur ces constitutifs des inégalités pour essayer de les comprendre et de voir comment les entreprises peuvent agir. Et elle est également, ses travaux de recherche portent aussi sur le fait d'évaluer ces politiques, ces actions et ces expérimentations pour juger de leur efficacité. Donc elle va nous parler de cela, du travail qu'elle a mené chez Michelin et de l'intérêt à la fois pour les chercheurs et pour les entreprises à collaborer ensemble pour effectivement faire un diagnostic et poser des actions qui peuvent contribuer en tout cas à une meilleure égalité entre hommes et femmes au sein de l'entreprise. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, ici on va quitter un petit peu les constats dont on a vu la complexité sur les temps, sur les orientations, pour voir la résultante. Et la résultante, ça va être les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Alors ici, je propose de commencer par un bref tableau de l'état de l'Europe sur ce sujet. Donc ici, c'est des chiffres d'Eurostat, avec donc l'écart de rémunération horaire brute en 2015. Donc vous voyez, selon la couleur, donc plus c'est pâle, plus on approche de l'égalité. Mais la France se situe à 15,7%, c'est le chiffre que vous voyez souvent circuler. On n'est pas très très loin de la Suède, qui est souvent citée, qui est à 13,4%. L'Allemagne 20%, l'Angleterre 20%. Donc on voit que la France est un pays à peu près dans la moyenne en ce qui concerne cet indicateur. Mais attention, j'ai souligné horaire brut, écart de rémunération horaire brut, parce que c'est un chiffre extrêmement composite, puisqu'il s'agit simplement, fourni par chaque pays, de donner la rémunération corrigée des temps travaillés. Et rien d'autre, juste ça. Alors il faut savoir qu'au niveau d'Eurostat, il y a énormément de débats pour dire qu'il faudrait un indicateur corrigé des effets de structure, c'est-à-dire qui tienne compte de la structure par âge, de la structure par ancienneté, et peut-être des catégories socio-professionnelles. Et le débat méthodologique fait tellement rage entre les différents acteurs, entre les différents statisticiens des pays, qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur qu'est-ce que serait un écart de rémunération corrigé des effets structure et qui serait vraiment comparable d'un pays à l'autre. Mais enfin, ça, ce qui vous montre, c'est la variété des situations entre les pays. Alors, quand on rentre en France, on va retomber dans ce terme de débat, c'est-à-dire que nous avons une moyenne nationale, donc on a vu de 15%, qui recouvre des situations extrêmement diverses, et qui est extrêmement stable dans le temps. Ça bouge quasiment plus depuis une quinzaine d'années. Mais si
si on passe dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder la situation au niveau de la France entière, on va dans les entreprises, dans chaque entreprise, on va trouver des écarts beaucoup plus restreints, qui peuvent même être nuls à poste strictement comparable. Il n'y aura aucune différence entre les salaires moyens des hommes et des femmes à poste, ancienneté, âge identique. C'est le cas le plus fréquent. Mais au niveau de l'entreprise, il y aura un écart qui est lié à des effets de structure. Et on n'a aucun écart, c'est très rare, pour l'instant, j'en ai jamais rencontré, d'avoir une entreprise qui a aucun écart salarial en moyenne. Alors, ce qu'il y a de nouveau maintenant, c'est qu'une partie des entreprises, elles voudraient comprendre ce qui se passe, elles voudraient pouvoir suivre les évolutions, elles voudraient pouvoir mener des politiques correctrices. Et ça s'est accéléré ces dernières années. C'est-à-dire que si on prend l'histoire de l'égalité professionnelle dans l'entreprise, le point de rupture vraiment important, ça a été 1982 avec la loi Roudy sur l'égalité professionnelle, où a été affirmée avec force l'idée qu'il fallait une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, alors qu'avant, les législations étaient plutôt orientées sur la protection des femmes. Donc là, on est passé à l'égalité à poste comparable. Après, il y a eu toute une série de législations qui ont mis de plus en plus l'accent sur les carrières, les opportunités de carrière, donc la recherche d'égalité d'opportunités de carrière entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. Et donc, du coup, il y a cette contrainte externe qui a été très forte, et puis les entreprises, je pense, ont pris conscience que ces inégalités leur étaient préjudiciables parce qu'elles perdaient des talents, des compétences. Mais comme on l'a vu un petit peu à travers les deux premiers exposés, c'est particulièrement difficile à démêler la part des contraintes familiales, la part des identités, la part des normes sociales. Et donc elles demandent à voir ce qui se passe et elles font appel parfois, et de plus en plus souvent, aux économistes pour essayer d'avoir un diagnostic de ce qui se passe. Alors, que peut faire le ou la chercheur dans l'entreprise ? Alors, le premier point, il faut faire un constat statistique. Ça, les statistiques, c'est vraiment une compétence qu'il vous faudra développer si vous êtes étudiant, parce que c'est essentiel pour voir ce qui se passe. Donc, il faut commencer par avoir un chiffrage, un tableau statistique de l'état de l'entreprise, et le faire à partir des données individuelles des services des ressources humaines. Ce qui va déjà, lorsque le chercheur entre dans l'entreprise, poser un problème de dialogue, parce que les services des ressources humaines ne sont pas spécialisés dans la production de statistiques globales, ce n'est pas leur fonction, ce n'est pas leur métier. Donc il y a une petite adaptation à faire pour arriver à un dialogue. Mais en général, ça se passe plutôt bien, ça. Et puis après, le deuxième rôle de l'économiste, qui correspond à la question des entreprises, c'est d'identifier les facteurs responsables de l'écart dans leur entreprise et d'estimer le poids respectif de ces facteurs, parce qu'en général, c'est composite. Et éventuellement, mais ça c'est encore assez rare, mais ça commence à se développer, c'est d'aller dans l'entreprise pour tester des pratiques nouvelles et donc d'évaluer des expérimentations. Et ça aussi, ça demande un protocole spécifique pour être sûr de la validité de la pratique qui peut être mise en place. Alors concrètement, ça se traduit par donc, ce premier constat statistique où, de même qu'il y a des débats à Eurostat sur cette question-là, il y a les débats dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il va falloir tenir compte des facteurs structurels comme l'âge, l'ancienneté, pour expliquer la construction de l'écart salarial constaté. Il faut aussi tenir compte de la ségrégation professionnelle propre à l'entreprise, parce que, comme l'a indiqué Anne, les femmes et les hommes ne vont pas s'orienter dans les mêmes filières, les filières ne sont pas rémunérées pareil, et dans l'entreprise, on a ce même phénomène de spécialisation qui fait que on va avoir des différences qui tiennent au positionnement des femmes et des hommes dans certains métiers. Enfin, la question en ce moment qui fait rage,
c'est celle du plafond de verre, parce que lorsqu'on va dans l'entreprise, en général, ce qu'on constate, c'est qu'en ce qui concerne les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires, les différences sont vraiment ténues et voire nulles. Mais toute la question s'est déplacée au niveau des cadres, avec le fait que les cadres dirigeants sont majoritairement des hommes et que les cadres femmes sont plutôt dans les débuts d'échelle hiérarchique. Et qu'elles n'arrivent pas à progresser. Donc il faut identifier le poids du plafond de verre dans la construction de cet écart salarial dans l'entreprise. Ça, c'est le constat, le tableau statistique. Et après, la deuxième étape est d'identifier les mécanismes sous-jacents. Et là, ça va être propre à chaque entreprise, à chaque culture d'entreprise. Ça peut être une question de spécialisation scolaire initiale, dont on a vu le poids. Ça peut être la question des interruptions de carrière, du temps partiel, des problèmes de conciliation vie familiale, vie professionnelle, dont on a vu aussi l'importance avec Ariane. Ça peut être aussi le fait qu'une promotion entraîne une mobilité géographique et que les hommes vont avoir plus de facilité à prendre cette mobilité géographique que les femmes, en raison, là encore, des problèmes de conciliation. Ça peut être aussi tout bêtement le poids du passé, c'est-à-dire que les générations passées n'ont pas bénéficié de promotion, alors que les générations récemment entrées dans l'entreprise font l'objet de plus d'attention sur leur égalité professionnelle, et donc ça part mieux pour elles. Ça peut être aussi des questions de réseau interne. Donc il y a des multitudes de facteurs à prendre en compte, et donc chaque entreprise étant un cas particulier. Alors en arrière-plan, quand même, quand on intervient, on est chercheur, on est économiste. Et ce qu'on a, dont on ne le dit pas assez souvent, mais il faut le dire, c'est que derrière tous ces raisonnements que je viens de vous exposer, toutes ces analyses, reposent sur un concept théorique très fort, qui sont les modèles de capital humain des années 50, ceux qui ont été développés par Gary Becker et Jacob Messer. Donc ça, c'est notre arrière-plan théorique. Mais cette théorie, en fait, est utilisée pour identifier la discrimination salariale pure, c'est-à-dire l'écart de rémunération, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, reste quelque chose d'inexpliqué, on a tendance à l'attribuer à de la discrimination. En fait, là encore, les choses ont évolué. C'est-à-dire qu'on peut toujours, bien sûr, détecter de la discrimination salariale pure, mais elle devient rare. Je vous dis, à poste égal, toutes choses égales par ailleurs, c'est très rare d'observer vraiment des différences. En revanche, on a vraiment des inégalités, et on est passé donc de ce modèle qui permettait d'identifier la discrimination salariale pure à un modèle dans lequel on cherche à comprendre la construction des inégalités. Donc on est plutôt sur tout expliquer de l'écart, expliquer tous ces constituants de cette inégalité, sachant que certains de ces constituants constituent des formes de discrimination. Ça peut être, par exemple, s'il y a des différences dans l'accès aux emplois de cadre, s'il y a des problèmes dans les promotions, s'il y a de la ségrégation professionnelle, ça peut refléter de la discrimination. Donc le truc le plus important pour construire des pratiques salariales correctrices, c'est d'identifier les sources de cette inégalité et de porter les actions dessus. Alors pour terminer, quelles sont les conditions pour ce partenariat de recherche efficace, pour avoir un partenariat de recherche efficace entre les entreprises et les chercheurs? Alors, parce qu'un chercheur dans l'entreprise, ce n'est pas un consultant du tout. Il vient avec un questionnement, avec ses habitudes de recherche, avec ses interrogations. Actuellement, les entreprises, effectivement, se tournent vers les chercheurs parce qu'elles ont besoin de cette liberté de penser, cette indépendance pour comprendre les mécanismes. Donc, dans les conditions, d'ailleurs, qui sont celles développées avec le partenariat Michelin, on a mis l'accent sur deux choses. La première, c'est que le chercheur, quand il intervient en entreprise,
il faut qu'il communique avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire non seulement la direction de l'entreprise, mais aussi tous les partenaires sociaux, tous les syndicats, et qu'il n'hésite pas, qu'il soit invité au comité d'entreprise pour rendre compte de son diagnostic. Et ça, c'est une étape à la fois très importante pour l'entreprise, mais aussi pour le chercheur, parce que ça permet de mieux comprendre les pratiques de l'entreprise, de mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est quelque chose de très, très important. Et puis la seconde condition, c'est qu'il faut garder son rôle de chercheur. C'est-à-dire qu'il faut bien garder cette distance, c'est-à-dire donc garder le rôle de chercheur, c'est-à-dire toujours avoir une question de recherche, l'indépendance, bien sûr, la déontologie, parce qu'on est en train de travailler sur des données individuelles, donc il faut qu'elles soient anonymisées, etc. Donc il y a tout un arsenal déontologique à bien respecter. Et puis surtout, un chercheur, qu'est-ce qu'il fait ? Il produit une connaissance qui va être débattue, qui va être publiée avec les autres chercheurs. Je veux dire, il y a cette phase de la recherche qui est très importante, qui est la validation auprès des pairs. Donc il faut à la fois, ici c'est toute la difficulté de cette intervention du chercheur dans l'entreprise, c'est qu'il faut à la fois qu'il apporte quelque chose à l'entreprise, mais il faut aussi qu'il puisse se positionner dans la recherche en microéconomie du travail et ouvrir des pistes de recherche nouvelles pour comprendre ce qui reste quand même un mystère, c'est cette persistance dans le temps de cet écart salarial entre les femmes et les hommes. Voilà, je vous remercie. Merci Dominique. Ce qui est extrêmement important, effectivement, c'est de voir que les entreprises s'intéressent à ces questions-là et surtout qu'elles voient leur intérêt à s'intéresser à ces questions-là. Je me souviens d'un DRH qui me disait, en fait, on s'est posé la question de l'égalité au sein de notre entreprise parce qu'on avait des jeunes femmes extrêmement talentueuses et à un moment donné, on les perd et on ne sait pas pourquoi, comme s'il y avait une espèce de trou noir qui les aspirait. Et c'est pour ça que cette entreprise a entamé une démarche pour comprendre le phénomène, effectivement, identifier les questions liées, et souvent ça correspondait à la première maternité, et voir comment elle pouvait ne pas perdre malgré ça ses talents féminins, les accompagner pendant cette période qui, somme toute, ne dure pas si longtemps que ça, et puis après, effectivement, remettre les talents féminins de nouveau dans la dynamique de l'entreprise. Et on va donc tout de suite écouter Charles Fissinger, qui est donc manager Diversité France pour Michelin, qui a mis en place effectivement une politique d'égalité au sein de son entreprise suite à la collaboration avec Dominique Meurs et effectivement à l'identification des problématiques et des freins, et qui va nous expliquer ce qu'il a fait et qui va aussi nous expliquer pourquoi il était peut-être important dans une entreprise industrielle comme Michelin que ce soit un homme qui vienne de l'industrie, puisque 20 ans d'activité professionnelle dans l'industrie, donc comment sa parole peut être plus forte et plus entendue, parce qu'il a du recul par rapport à ces questions-là et qu'il peut ainsi faire passer des messages. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc c'est la 4e intervention, donc je vais essayer de respecter mon temps de parole pour qu'on puisse avoir après un échange avec l'ensemble des intervenants. Juste en introduction, effectivement, moi je suis manager Diversité France pour Michelin. J'ai travaillé 20 ans dans l'industrie comme manager et c'est vrai que ces questions de mixité et d'égalité professionnelle, quand vous l'abordez d'une part comme un homme et d'autre part comme un manager qui a travaillé en industrie avec cette question importante de la mixité, puisque aujourd'hui c'est un enjeu fort pour l'entreprise, voilà, je trouve que ça permet de mettre en place, comme le disait Madame Collisson, des plans d'action importants, ambitieux et qui vont pouvoir permettre à Michelin de progresser de façon significative sur cette thématique de la mixité et de l'égalité professionnelle. Alors en introduction, j'ai voulu juste vous donner une photo de ce qu'est la diversité chez Michelin pour que vous compreniez aujourd'hui qu'on travaille sur 6 thématiques. La première, c'est l'objet de cette intervention, donc on parle de 2 choses, la mixité des métiers et puis bien sûr la question de l'égalité professionnelle. Après, vous avez une autre forme de diversité qui est
tout aussi importante qu'est le handicap. Vous avez la gestion des âges et des fins de carrière. Vous avez la question de l'interculturalité. Vous avez la question de la conciliation des temps qui est rattachée à la diversité. Ce qui est, à mon avis, tout à fait juste, parce que quand on parle de conciliation des temps, il y a un lien très fort avec les questions de mixité et d'égalité professionnelle. Et on termine, bien sûr, par la question de la lutte contre toutes les formes de discrimination, avec l'enchaînement que vous connaissez certainement, stéréotypes, préjugés et éventuellement discrimination. Alors, sur la question de l'égalité professionnelle, Michelin s'est dit en 2016, lors de la renégociation de son accord avec les partenaires sociaux, qu'il serait intéressant d'avoir un regard extérieur. Alors un regard extérieur pour deux raisons. D'abord parce qu'à un moment donné, ça permet de sortir finalement des schémas de l'entreprise. Et puis parce qu'une analyse statistique, c'est un métier. Quand Madame Dominique Meurs parle de variance, parle d'écart type, parle de corrélation, parle d'effet incrémentiel, bon, il faut que je sorte mon dictionnaire, parce que ce n'est pas mon métier. Et donc c'est très bien, parce que c'est son métier. Et que du coup, justement, on peut l'aborder avec finesse, avec justesse et avec une méthodologie scientifique qui est rigoureuse. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est de pouvoir avoir accès à une méthodologie scientifique rigoureuse qui va nous permettre de pouvoir poser un diagnostic et puis derrière, bien sûr, de travailler. Alors le diagnostic, vous le voyez devant vous. Vous voyez que la question des écarts de rémunération, finalement, est quelque chose qui est assez bien maîtrisé dans notre entreprise, mais qu'en revanche, et c'est le sujet finalement de la diapo d'après, c'est la question de la spécialisation professionnelle qui est très marquée et qui s'inscrit dans tout ce qu'ont dit mes collègues précédemment. Et du coup, notre enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir une spécialisation professionnelle moins marquée. Et donc nous travaillons aujourd'hui avec mes équipes sur 5 leviers. Et vous avez ces 5 leviers devant vous. Le premier, c'est mettre en place des indicateurs. Je pense que si vous ne mettez pas d'indicateurs, ça ne marche pas. Et donc on a mis 2 indicateurs. On a dit qu'en 2020, nous aurions un manager sur 3 qui serait une femme dans l'entreprise Michelin. Donc 30% des managers seront des femmes dans l'entreprise Michelin. Et ça, on va y arriver. Parce qu'aujourd'hui, on est à 26%. Et on a donné un deuxième indicateur sur lequel on va avoir du mal. C'est le fait d'avoir 20% de femmes chez Michelin. Parce que nous avons du mal à être attractifs sur certains de nos métiers. Et en particulier dans nos métiers industriels et de commerce. Donc aujourd'hui, on est à 17,41%, et la capacité à arriver à 20% me semble difficile parce qu'effectivement, nous avons des soucis d'attractivité. Voilà. Ça veut dire que quand Michelin recrute dans l'industrie et dans le commerce, on a peu de candidatures féminines. Deuxième point, il faut accompagner les femmes. Parce que vous l'avez compris, cette question des stéréotypes, cette question du fait que Michelin est une entreprise masculine, évidemment avec son histoire, fait qu'il y a, et il ne faut pas se cacher, des stéréotypes de genre dans l'entreprise. Donc ça nécessite qu'on accompagne les femmes. Et aujourd'hui, on a mis en place des programmes de mentoring et de coaching et un programme qui s'appelle « Fissurer le plafond de verre » parce que, comme l'a dit Madame Meurs, c'est un sujet très important. Troisième levier, je ne le développerai pas parce que l'heure tourne, c'est la gestion des carrières. Quatrième levier, et ça fait l'écho avec la première intervention, c'est identifier les freins et les leviers à la féminisation. Et là, vous avez plusieurs choses. Vous avez bien sûr les espaces de travail, les locaux sociaux, et puis tous les services que l'entreprise peut développer. Et aujourd'hui, il y a un service
qui a le vent en poupe chez nous. Alors les places de crèche, on en a plus de 300 pour nos salariés, donc les places de crèche aujourd'hui, on est plutôt bien positionné. C'est la conciergerie d'entreprise, avec des partenaires comme Circles et compagnie, où là, effectivement, cette conciergerie d'entreprise propose un certain nombre de services aux salariés de l'entreprise qui vont de pouvoir aller à la préfecture chercher des papiers, refaire votre carte grise, à, pour les salariés Michelin qui sont maniaques de leur voiture, laver votre voiture, à, bien sûr, tout le service de pressing qu'on peut imaginer, panier repas, panier bio, etc. Et ça marche très très bien. Et on expérimente la semaine prochaine la mise en place d'un service de coiffure entre midi et 2 pour permettre là aussi aux salariés de pouvoir mieux concilier leur temps. Leur temps de travail et leur temps de pause. Et enfin, dernier sujet, féminiser le recrutement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, puisqu'on a vu que, et c'est ce que dit ma voisine de droite avec ses courbes, qu'effectivement, les femmes ne sont pas forcément dans les bonnes filières, c'est pouvoir adapter nos critères de sélection, peut-être travailler davantage sur les compétences transférables, moins se focaliser sur certaines écoles cibles, afin aujourd'hui d'être, j'allais dire, un peu plus open-minded ou pragmatique et faire en sorte qu'on puisse construire des parcours en interne pour permettre à des salariés qui n'ont peut-être pas le diplôme, mais les compétences de pouvoir avoir un parcours et de pouvoir les amener à occuper ces postes dans différents métiers. Je pense à management de production, je pense au métier de la maintenance en particulier. Bon, pour conclure, et j'aurais respecté mon temps de parole, vous voyez quelques chiffres qui sont encourageants. On a mis en place sur nos postes de management de production un programme qui s'appelle Graduate Program, qui est un programme sélectif qui nous a permis de passer de 1,8% de responsables d'îlots femmes à 18% en 2015. Vous voyez que dans les métiers du commerce, on est passé de 2,8 à 21,4. Et ma fierté, parce que pour le coup, j'allais dire, c'est vraiment le résultat de l'action de mes équipes, c'est qu'en maintenance opérationnelle, en 2012, on était à 0. Donc nous n'avions aucune femme dans nos métiers sur la maintenance opérationnelle, et on est passé en 3 ans de 0 à 5,8%, et notamment grâce à l'ouverture de programmes avec l'école Michelin. Donc vous voyez aujourd'hui des programmes Bac Pro, BTS Maintenance, et là on a été faire de la pédagogie et parler en 3e aux élèves pour leur expliquer aujourd'hui que ce sont des filières dans lesquelles, on a des métiers, et que faire de la maintenance, c'est plus le stéréotype de la caisse à outils, mais c'est davantage être automaticien et faire de la programmation. Et ça permet aujourd'hui à des hommes et à des femmes de pouvoir travailler et de sortir du cliché de la clé à molette qui fait 25 kilos ou je ne sais quoi. Voilà. Donc je pense que c'est très important. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Et pour conclure, je vous dirais, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on ne peut pas se priver de 50% des talents de la population. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que la mixité, ça amène de la performance. Je pense que la mixité, quand elle est accompagnée et gérée, ça permet aussi un meilleur dialogue social. Ça permet un certain nombre de choses qui sont très positives. Moi qui ai fait du management avec des équipes où il n'y avait que des hommes, je peux vous garantir que quand on met quelques femmes, subitement, le niveau des conversations monte. Donc, mesdames, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vois beaucoup de questions apparaître sur la tablette. On va peut-être, parce que je voulais rebondir sur certaines interventions, mais je vais proposer justement ce que vous proposez, vous, pour inviter nos invités à répondre. Et j'ai un petit peu regroupé par thème les questions qui sont apparues. Je mettrai de côté celles sur les excès de vitesse à moto. Je vois que quelqu'un connaît Mon péché mignon. Alors, je vais commencer déjà par une note d'optimisme. Je vois la conférence est passionnante, mais tout cela est fort déprimant. Des éléments quand même pour espérer.
Je vais vous en donner deux de l'actualité extrêmement récente. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ces informations. Il est question, alors là, je reviens sur la partie répartition des tâches et tout ce qui se passe dans le privé, parce que vous l'aurez compris, c'est extrêmement important. Et il est question éventuellement d'augmenter le congé de paternité, ce qui est une façon, effectivement, de permettre au père de se réapproprier la sphère privée. Il est également question, en cas de divorce, non pas que je vous souhaite de divorcer alors que votre vie conjugale n'est peut-être même pas entamée, mais de proposer la garde alternée comme première occurrence s'il n'y a pas de problème particulier au sein du couple, de violence, etc. Et effectivement, la garde alternée permet alors pour le coup de prendre la réalité du partage des tâches. Donc ça, c'est pour la sphère privée. Pour beaucoup de questions, et là je vais laisser mes interlocuteurs, mes invités répondre, sur la place, l'importance de l'enseignement sur ces questions-là. Qu'est-ce que l'école peut faire ? Et effectivement, il y a un véritable rôle dans l'enseignement supérieur, mais même en amont, au lycée en particulier, au moment où se dessinent les questions d'orientation, l'école a un véritable rôle à jouer pour lutter contre ces stéréotypes et pour effectivement dire aux filles qu'elles ont la possibilité de s'engager dans des métiers auxquels elles n'auraient pas pensé. Qui peut s'exprimer un petit peu là-dessus sur le rôle de l'enseignement supérieur ? Anne. Alors, du coup, alors peut-être sur une note d'optimisme, à chaque étape de votre vie, vos choix comptent. Et vous, en l'occurrence, vous êtes beaucoup de lycéens à être là aujourd'hui. Donc, c'est bien pour vous que vous ayez toutes ces informations pour que, justement, vous puissiez vous interroger sur la façon dont les stéréotypes sont en train de guider vos choix actuels. Juste pour citer une autre étude que j'ai menée, par exemple, à Sciences Po, donc j'ai regardé les choix que des universités à l'étranger, que les étudiants et les étudiantes demandaient en fonction de leur niveau académique. Et je trouve que les étudiantes filles ont tendance à demander des universités pour leur 3e année à l'étranger qui sont en moyenne moins prestigieuses que les garçons qui ont un même niveau académique qu'elles. Donc, il y a cette question un peu de la confiance en soi et à quel point est-ce qu'on se dit que justement on a le niveau pour prétendre à une carrière ambitieuse. C'est très important que vous sachiez que les femmes ont tendance à sous-estimer leur vrai niveau académique réel. À partir du moment où on sait ça, du coup, on peut se mettre à demander justement des parcours qui sont plus prestigieux. Donc ça, c'est important à garder en tête quand vous allez faire votre choix. Si vous vous demandez quelles orientations, vers quoi vous voulez tendre, posez-vous cette question. Mais en fait, est-ce que je peux pas juste tenter quelque chose qui sera en fait d'un très bon niveau, et puis on verra bien ce qui se passera. Ça, je pense que c'est un premier point qui est extrêmement important. Un deuxième point qui est important, c'est évidemment le poids de l'école et le poids des parents. Il y a des études, alors plutôt en sociologie, qui ont tendance à montrer, par exemple, pour revenir au sujet des maths, que les parents ont davantage tendance à pousser leurs fils vers des études qui sont scientifiques. Pour eux, il faut absolument que leur fils il fasse des études scientifiques. Je caricature, je grossis le trait, mais en moyenne, en tout cas, ça arrive plus que pour les filles. Pour les filles, les parents, ils disent bon, c'est pas très grave si t'aimes pas les maths, tu feras du littéraire, voilà. Donc, il y a cette pression parentale, évidemment, qui fait que les garçons, en fait, sont beaucoup plus encouragés dans certaines filières. Vous n'êtes pas obligés non plus d'écouter ça. Regardez un peu ce qui vous plaît, vous, et regardez les métiers d'avenir. Renseignez-vous sur ce que vous pourrez faire plus tard. Le marché du travail est vraiment en train d'évoluer actuellement, donc c'est une question qui est très importante pour vous à vous poser. Quant au rôle des profs, c'est un peu la même chose que pour les parents. Donc, quand on regarde les commentaires que les profs peuvent mettre sur les bulletins de notes, sur les bulletins scolaires ou trimestriels. Il y a des études là aussi qui ont tendance à montrer que, par exemple, lorsque une fille est moins bonne en maths, les profs vont dire, pareil, je grossis le trait, mais en moyenne, plus souvent, elle a beaucoup travaillé, c'est bien, mais c'est pas forcément fait pour elle. Enfin, là aussi, je grossis complètement le trait. Mais par contre, pour les garçons, c'est plus d'efforts sont nécessaires. Et donc, en fait, il y a toujours ce message un peu implicite que si les garçons, ils n'ont pas encore vraiment réussi en maths, c'est parce qu'ils n'ont pas poussé l'effort au maximum. Par contre, les filles, c'est parce qu'elles ont poussé au maximum, mais c'est pas leur truc. C'est faux. Donc en fait, ça c'est vraiment reproduire des stéréotypes, et je pense que c'est très important que tout le monde s'interroge sur, mais en fait concrètement, qu'est-ce que je suis en train de dire, quel est le message que je suis en train de véhiculer.
Et pour répondre d'ailleurs à une question qui a été posée, non, il n'y a aucune étude qui montre que les filles ne sont pas faites pour les maths et qu'elles ont moins de talent pour les maths. Donc je rassure la personne qui l'a posée. Non seulement ça, mais les études montrent qu'au contraire, elles sont tout autant faites pour les maths que les garçons. Il y a une autre question qui est apparue, et alors je vais quand même y répondre rapidement parce que c'est important. D'où viennent toutes les statistiques que l'on cite? Alors la question des sources en journalisme est fondamentale et évidemment en recherche également. Ce ne sont pas des chiffres inventés, hein, c'est-à-dire que soit c'est le fruit des recherches qui ont été citées, des recherches qui sont menées sur le terrain avec effectivement une méthodologie scientifique comme celles qui ont été décrites ici. La question des inégalités des salaires, vous avez plusieurs sources. Hein. Vous avez par exemple le Forum économique mondial qui publie tous les ans un rapport annuel sur les questions de parité. Vous avez l'OCDE aussi et les Eurostat qui est donc une source européenne sur la question effectivement des inégalités de salaire. Vous avez la conférence des grandes écoles qui publie tous les ans un rapport annuel sur ces questions-là et qui montre que donc, la conférence des grandes écoles, c'est quand même 173 très grands établissements et qui montre que leurs jeunes diplômés, à la sortie de l'école, il y a déjà un différentiel de 11%. On a le même diplôme, on prend le premier poste et boum, ça commence. Donc, qui sont des statistiques qui sont nées des retours de leurs diplômés. La question, encore une fois, de l'autocensure, elle se pose puisque on sait qu'une fille aura beaucoup plus de difficultés à négocier un salaire alors qu'un garçon n'aura aucun scrupule à dire écoutez, moi je pense que je vaux plus, donc vous me donnez plus. Voilà, ce sont aussi des questions d'autocensure qui interviennent dans ce cadre-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? La question, effectivement, qui a été posée dans les entreprises, il y a des questions qui concernent Michelin en disant oui, mais c'est pas encore la parité. Certes, mais comme l'a expliqué Monsieur Fissinger, dans une entreprise industrielle, on part de loin. Vous avez quand même vu le gap entre les chiffres de l'existant et certains chiffres qui sont. Donc voilà, c'est pas la parité, mais il faut voir d'où on part. Alors, c'est pas la parité, il faut voir d'où on part. Si vous voulez, il y a un paradoxe que je trouve intéressant. Cette année, Michelin, on recrute 1200 personnes. Et en particulier 200 personnes à l'usine de Cholet, parce qu'on est en montée en capacité. On a fait 3 forums avec Pôle emploi. On a eu moins de 5% de femmes. À côté, à 300 mètres de là, l'hôpital de Cholet recrute sur des métiers qui, finalement, en termes de horaires, sont globalement les mêmes. Je pense à des métiers d'aide-soignante, à des métiers d'infirmière, etc., où effectivement on est en 3-8. Et eux, ils ont majoritairement des femmes. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer nos représentations industrielles, à expliquer ce qu'est une usine. Et une usine en 2020 ou en 2017, c'est plus comme il y a 40 ans. Les conditions de travail se sont considérablement améliorées. Chez Michelin, on met plus de 3 millions d'euros d'ergonomie chaque année. On vient de sortir une ligne de vêtements pour femmes. Donc on a un certain nombre d'actions qui sont concrètes. Moi, je voudrais revenir aussi sur le fait que vous dites que le sujet est déprimant. Je ne le crois pas parce que je pense que, mesdames, vous allez être de plus en plus exigeantes. Et vous aurez raison. Y compris d'ailleurs avec votre conjoint. Moi, quand ma femme, il y a 3 ans, a repris des études et qu'elle est partie pendant 6 mois, c'est très formateur. Vous pouvez être manager diversité et faire des grands discours, mais quand votre femme s'en va pendant 6 mois, je trouve que c'est très formateur. Et quand elle revient et qu'elle vous dit « j'ai trouvé un super boulot, mais je bosse tous les samedis », là aussi, c'est très formateur. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle ait osé le faire, c'est qu'elle a repris des études effectivement à 45 ans, et qu'aujourd'hui, elle bosse le samedi. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas sûr qu'à la génération précédente, en tout cas, si je pose la question à mon cher père, je ne suis pas sûr qu'il aurait autorisé ma chère mère à pouvoir se barrer 6 mois parce qu'il ne sait pas se faire cuire un œuf. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je suis voilà, et je trouve, puisque j'ai des enfants qui ont globalement votre âge, je trouve qu'aujourd'hui, mes filles qui entrent sur le marché du travail sont conscientes de ces thématiques et ont envie très clairement d'être exigeantes avec ces problématiques. Voilà.
Et finalement, j'ai un seul regret, c'est que je trouve que ces problématiques de mixité et d'égalité professionnelle, nonobstant le monsieur qui est juste en face de moi, intéressent peu les hommes. Parce que je constate que globalement, dans cette assemblée, il doit y avoir 10 jeunes femmes pour un garçon. Donc, ce qui prouve bien qu'il faut encore travailler le sujet et il faut pouvoir expliquer peut-être aux hommes que c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que je suis très content d'être un homme et de travailler sur ces sujets, parce que parfois, effectivement, on a des stéréotypes associés à la question de la mixité et de l'égalité. Voilà, merci. Alors, je rebondis sur d'autres questions. Par exemple, la question des stéréotypes. Hein, il est dit, mais il faut certes accompagner les femmes, mais il faut aussi sensibiliser les hommes, évidemment. Et dans les entreprises, on en avait échangé aussi avec M. Fissinger. Il y a des programmes qui se mettent en place de sensibilisation à la question des stéréotypes pour tous. Et quand je dis pour tous, aussi pour les femmes. Il ne faut pas croire que les femmes sont dénuées de stéréotypes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a une expérimentation qui a été menée aussi en maternelle en Angleterre, justement sur la question des maths, enfin c'était pas en maternelle, c'était en élémentaire, pardon, et qui montrait que les institutrices, qui étaient en grande majorité des femmes, consacraient plus de temps à expliquer aux petits garçons un problème de maths qu'ils n'arrivaient pas à résoudre, parce qu'elles considéraient que c'était important, et une petite fille, elle lui disait assez rapidement, bon, c'est pas grave, en attendant, on va prendre un bouquin, en attendant que les autres finissent l'exercice. Donc on voit bien que les stéréotypes sont vraiment intériorisés par tous. Une question importante: pourquoi la femme devrait être au même niveau que l'homme dans le monde du travail? Ben oui, après tout, pourquoi? Est-ce que quelqu'un veut s'emparer de cette question? Oui. Alors, peut-être avant de répondre, je vais juste faire une petite digression sur ce que vient de dire Pascal Collisson. Chez Michelin, l'année dernière, on a dit, pour pouvoir recruter davantage de femmes en industrie, on va mettre une femme en recrutement dans les métiers de l'industrie. Et notre taux a baissé. Parce qu'elle en avait, entre guillemets, elle avait tellement souffert de son parcours qu'elle avait mis une barre et qu'elle avait des stéréotypes, donc il fallait qu'elle trouve une super Wonder Woman. Donc elle n'en trouvait pas, et donc au bout du bout, elle a recruté plus d'hommes. Donc l'équation, elle n'est pas si simple. Après, moi, je vais vous répondre que sur la question de l'égalité, c'est une question d'équité. Il n'y a pas d'autre réponse que ça, c'est équitable. Aujourd'hui, quand quelqu'un travaille et fait le même travail dans les conditions identiques, si on enlève les variables ancienneté, voilà, je ne vois pas pour quelle raison il n'aurait pas le même salaire. Oui, je voudrais un petit peu rebondir sur cette question qu'on pose souvent. En fait, je crois que cette question vient du fait qu'on regarde toujours les moyennes. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que les gens sont différents. Et il faut toujours penser en termes de distribution. Donc il y aura des distributions de compétences chez les hommes et chez les femmes. Et on peut très bien imaginer que, en fait, il n'y a absolument aucune raison que la distribution des compétences soit différente d'un sexe à l'autre. Il y aura des femmes faibles, des femmes fortes physiquement, il y aura des hommes faibles, des hommes forts physiquement. Donc à partir de là, si vous avez cette vision-là, eh bien, il faut imaginer l'égalité comme la possibilité pour chacune et chacun de réaliser son potentiel, c'est de se saisir des opportunités qui lui plaisent. Et donc, par exemple, ça sera peut-être pour des hommes de passer du temps à la maison avec les enfants, parce qu'ils sont contraints, comme vous l'aviez rappelé, par les normes sociales sur ce sujet-là. Et il y a certainement dans la distribution des hommes qui n'ont pas du tout envie de s'occuper des bébés et des hommes qui ont envie de s'occuper de leurs bébés. Ça existe. De même pour les femmes. Il y a des femmes qui n'ont pas envie de passer beaucoup de temps à la maison et d'autres qui préfèrent. Ce qu'il faut, c'est reconnaître cette diversité et permettre à chacun de s'exprimer. Et je voudrais aussi revenir sur la question des stéréotypes un petit peu, parce que dans le côté c'est désespérant, il y a qui a été évoqué comme réaction, c'est le côté rien ne bouge, rien ne va jamais changer. Parce qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel il est très difficile d'avancer, et puisqu'on voit que ça stagne depuis à peu près 15-20 ans. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on peut faire bouger les stéréotypes. Il y a eu une expérience récente très intéressante, une expérimentation où des chercheuses et des cadres femmes
sont intervenus pendant 1 heure dans des lycées en terminale, dans certaines classes de terminale, pas dans d'autres, donc c'était une vraie expérimentation. Et on a pu mesurer l'impact de leur intervention d'1 heure sur les choix de filières APB et les autres et les choix de prépa des élèves qui avaient été exposés à seulement 1 heure d'intervention d'une chercheuse ou d'une cadre. Eh bien, on a constaté que ça fait un peu bouger leurs orientations, c'est-à-dire qu'il y a plus de filles de terminale qui se sont orientées vers les filières scientifiques après avoir finalement pris conscience que c'était une voie qui s'ouvrait à elles, qui était tout à fait abordable. Donc juste 1 heure avait fait bouger quelques stéréotypes. Je rebondis sur une autre question. L'arrivée des femmes à des postes de responsabilité modifie-t-il quelque chose ou pas ? Vous avez répondu d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une femme arrive à des postes de responsabilité que les choses vont forcément changer si elle a intériorisé elle-même effectivement un certain nombre de stéréotypes. Encore une fois, la sensibilisation, c'est important. C'est-à-dire que les femmes qui arrivent à des postes de responsabilité et qui considèrent qu'il faut faire quelque chose pour que ça bouge, auront identifié une problématique et auront mis en place des actions. Par exemple, je citerai Anne Lauvergeon, qui, à l'époque où elle était à la tête d'Areva et qui était consciente de ces problématiques-là, s'est rendue compte que quand elle postait en interne une proposition d'évolution de poste à responsabilité, elle disait dans les 10 minutes, j'avais 10 hommes dans mon bureau qui me disaient c'est pour moi et je peux le faire. Et elle me dit, si on n'est pas conscient effectivement de l'autocensure des femmes, on va regarder les 10 candidatures et on va choisir effectivement quelqu'un parmi ces candidatures. Mais elle se disait, mais je connais une telle et une telle qui pourrait tout à fait prendre ce poste. Et donc, quand elle allait les voir, pour leur dire, mais pourquoi vous n'avez pas postulé, la réponse est, je ne suis pas assez compétente. Donc, il faut une action volontariste. En fait, des études montrent également que par rapport à un poste qui requiert une dizaine de compétences, les hommes, s'ils ont 3 ou 4 compétences sur 10, vont postuler en disant bah, j'y arriverai. Voilà. Les femmes attendent d'avoir 8 ou 9 des compétences attendues pour postuler au même poste. Donc c'est toujours cette question de doute et d'autocensure qui intervient dans cette dimension. Alors, le harcèlement sexuel, évidemment, il fallait bien qu'il arrive. On l'a eu la question. Que peut-on faire ? On nage en pleine actualité. Vous voyez bien effectivement qu'il y a une déferlante de prise de parole via les réseaux sociaux. Et évidemment, les entreprises s'emparent de ces questions. Certaines l'avaient déjà fait avant, d'autres prennent la mesure de l'implicite. Et là-dessus, je vais peut-être laisser Monsieur Fissinger pour dire comment cette question est considérée au sein de son entreprise, mais c'est un vrai sujet, parce qu'effectivement, comme il y a encore une prédominance de postes à responsabilité tenus par des hommes, dans beaucoup de cas de harcèlement, il y a une question effectivement de domination particulière hiérarchique, et donc ça favorise, on va dire, des situations propices au harcèlement. Bon, merci d'avoir posé la question. Je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que la parole soit libérée sur ces questions de harcèlement ou de sexisme, c'est une excellente chose. Et nous ne pouvons que nous réjouir, nous tous là, et vous toutes, et vous tous, que finalement la parole se libère pour les hommes et pour les femmes qui sont victimes de sexisme ordinaire ou de harcèlement. Et puis l'autre point, c'est que la responsabilité des entreprises, elle est simple, c'est de rappeler la loi, en particulier la loi de 2015 sur ce que c'est que le sexisme et le sexisme ordinaire. Et une fois que vous avez rappelé la loi, eh bien, il faut éduquer. Il faut éduquer les managers, il faut éduquer les salariés et leur expliquer que c'est un vrai sujet. Voilà. Donc, il y a quelques années, parler du sexisme, ce n'était pas un sujet facile dans l'entreprise. Grâce à ce qui se passe aujourd'hui, c'est un sujet dont on peut parler, et je ne peux que me réjouir de ça. Et je pense qu'effectivement, au-delà du harcèlement qui, lui, est facilement, j'allais dire, attrapable, condamnable, la question du sexisme ordinaire, pour moi, est vraiment un sujet à traiter en profondeur,
pour avoir des relations plus harmonieuses, j'allais dire, entre les hommes et les femmes. Voilà. Mais nous ne pouvons que nous réjouir de ce qui se passe en ce moment, parce que je trouve que c'est bien que la parole soit libérée, et je trouve ça bien que les hommes et les femmes, parce que je ne voudrais pas que ça soit réduit, voilà, je suis très heureux que les hommes et les femmes puissent s'exprimer et via les réseaux sociaux sur ces sujets. Voilà. Et je trouve ça bien que l'entreprise, du coup, puisse avoir un rôle de formation, sensibilisation, sanction sur ces thématiques. Je voudrais dire autre chose, parce que j'en discutais avec ma voisine, c'est que pour moi, il y a bien sûr l'entreprise, mais il y a aussi le rôle des médias. Et les médias, sur ces sujets-là, moi je trouve, excusez-moi de dire ça, mais ne sont pas toujours très exemplaires avec les programmes qu'ils proposent. Et je trouve que aussi Internet nous a pas forcément tous tirés vers le haut. Voilà, donc je peux regretter ça. Je pense à certains programmes télé qui, à mon avis, n'ont pas aidé nos jeunes à se construire. Voilà, merci. Alors, une question importante aussi, parce qu'encore une fois, les symboles sont importants, la question de la composition de cette table ronde, avec une majorité de femmes et un exemplaire du sexe masculin. La question, c'est est-ce que les hommes n'ont pas voulu venir s'exprimer ? Il se trouve que sur les questions liées au genre et à l'égalité homme-femme, la grande majorité des chercheurs qui s'y intéressent sont des femmes. Donc, futurs étudiants en sciences sociales, vous êtes les bienvenus, parce qu'on cherche à avoir des hommes, et moi-même, quand on m'a proposé d'animer cette table ronde, j'ai dit, mais j'espère bien qu'il y aura au moins un homme à la table ronde, sinon je ne veux pas animer cette table ronde. Donc on en a trouvé un, on le remercie, mais ce n'est pas faute de solliciter les hommes sur cette question. D'autres questions sur les sanctions aux entreprises, c'est-à-dire, il y avait effectivement une remarque, a priori les inégalités salariales sont interdites, donc pourquoi ça perdure, pourquoi les entreprises ne sont pas sanctionnées ? Comme le rappelait Dominique Meurs, les lois sur l'égalité, elles datent de Madame Roudy, ça fait bien longtemps déjà, mais effectivement, il y avait la loi, mais il n'y avait pas forcément de sanctions associées. Aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont prévues, en particulier des sanctions financières, qui sont effectivement assez peu appliquées. Je crois qu'il y a à peu près 1000 entreprises qui ont été sanctionnées sur ces questions-là. Donc ce n'est pas parce que c'est interdit que ça ne se fait pas. Et effectivement, il peut y avoir la sanction financière d'un côté, mais de l'autre, il y a le rôle effectivement des entreprises et le fait qu'elles se réapproprient ces sujets-là et qu'elles travaillent sur ces sujets-là en interne. Autre question, à quand l'égalité ? Je crois que la dernière étude disait que si on laissait faire les choses en l'état, c'est dans 217 ans. Oui, c'est à peu près ça. C'est ça ? Donc vos arrière petites filles peut-être ? Quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai que s'il n'y a pas d'action mise en avant, c'est un sujet qui risque de prendre encore du temps, mais encore une fois, j'espère qu'on vous a donné quelques pistes d'espoir. Écoutez, je crois que là, on arrive au bout. Moi, je suis aussi, à titre personnel, je trouve que c'est très, très important que la parole se libère et de ne rien laisser passer. Et pour ne rien laisser passer, je signale, il ou elle, d'ailleurs, se reconnaîtra, que pour moi, le nique ta mère dans la série des questions qui sont posées ne me semble pas approprié. Et effectivement, je pouvais choisir de le taire, mais je préfère le dire. Voilà, parce que, encore une fois, les détails ont de l'importance. Je vous remercie.